Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur DAX. Je vais vous présenter quelques fonctions DAX pour vous aider à améliorer les fonctionnalités analytiques de vos Power BI. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Éric Vaillancourt. Je suis un consultant en base de données depuis 1996 et je suis un formateur chez Technologia depuis 2002. C'est moi qui donne la majorité des formations SQL, Power BI, administration SQL et ainsi de suite. Donc, DAX, c'est Data Analysis Expression. C'est un langage qui a été introduit par Microsoft à l'entour des années 2008-2009. Ça a été introduit avec Power Pivot et puis dans le modèle tabulaire de SSAS. Donc, pourquoi du DAX? DAX cible une clientèle différente que SQL ou les requêtes MDX. C'est un langage qu'on appelle un langage de fonction, un peu à la Excel, où est-ce qu'une expression doit être contenue sur une ligne. Donc, l'idée, c'était de prendre en charge une plus grande base d'utilisateurs, donc plus simple à apprendre. Puis ça devait s'apparenter à ce que les gens connaissaient déjà. C'est ça qui était l'idée derrière DAX. Donc, à quoi est utilisé DAX? Principalement pour deux choses. Créer des colonnes calculées, puis des mesures calculées. Vous allez voir, je vais vous expliquer dans ma présentation la différence entre les deux. Mais pour l'instant, disons que les deux se ressemblent énormément. Les colonnes calculées sont là lorsqu'on veut lorsqu'on a une perspective de rangée. Exemple, je veux créer une colonne non complet, j'ai accès au prénom et au nom de famille. Tandis qu'une mesure, c'est plus une perspective de niveau. Où est-ce que je voudrais avoir les ventes pour un client? Donc, il y a plusieurs transactions. Donc, c'est là qu'on va utiliser les agrégations. Les quatre phases du DAX. La première, c'est l'excitation. Là, quand on commence à faire du Power BI, on découvre le langage DAX. On se rend compte que c'est semblable à Excel. C'est assez simple, là, puis on peut rajouter des fonctionnalités sans trop, Google est notre ami. Là, on fouille sur Google, on trouve des exemples. On vient à bout de se débrouiller. Rapidement, on tombe dans la phase 2. La phase 2, c'est la confusion. On se rend compte que, oups, c'est un petit peu plus complexe que prévu. Je peux ignorer les filtres. Là, pourquoi les mesures fonctionnent de cette façon? Là, on se rend compte qu'il y a des comportements qui ne sont pas comme dans Excel, pas comme on s'attendrait si on faisait l'équivalent dans Excel. Ensuite vient la colère. Là, c'est la confusion totale. Là, on se rend compte qu'il y a des contextes de fil, des contextes de ligne. Et puis là, on se dit, ça n'a pas rapport pantoute, là, c'est pas comparable avec ce que je connais. Et finalement, la quatrième phase, c'est la compréhension. Ça, c'est après un petit bout de temps. Quand on a joué un peu avec les formules, on a saisi les contextes de filtre, on a saisi qu'on peut influencer le contexte de filtre. Là, on n'est pas des experts encore, mais on se débrouille. On sait comment aborder les problèmes. Donc, je vais commencer. La première chose qu'il faut savoir, c'est les conversions de type. Okay? Et puis, les conversions de type, Microsoft, ils ont vraiment fait un bon travail, là, puis je vais me permettre de vous montrer, oups, donnez-moi 2 petites secondes, je vais juste vous montrer rapidement. Ici, j'ai un premier exemple, et puis je vais aller vous montrer dans les dates, juste quelques formules arithmétiques, là. La première que je vais faire, c'est que je vais ajouter. Bon, vous voyez, j'ai choisi date. Je vais aller dans modélisation. Je vais faire une nouvelle colonne. Remarquez que je peux faire une nouvelle mesure ou une nouvelle table. La première colonne que je vais faire, c'est tout simplement, je vais ajouter +1 à ma date. Okay? Remarquez, lorsque j'ai créé ma nouvelle colonne, Power BI m'a introduit une nouvelle colonne qui a appelé colonne. Contrairement à Excel, où est-ce que j'aurais dit égal et mon expression, en DAX, je dois nommer ma colonne. Remarquez qu'est-ce qui va arriver lorsque je vais appuyer sur la touche Enter. Ma colonne est maintenant renommée et
Voyez-vous, là, j'avais comme date originale, j'avais le 1er janvier 2016 et j'ai maintenant le 2 janvier 2016. Donc, Power BI a compris que parce que j'avais fait un +1, il a compris d'ajouter 1. Mais qu'est-ce qui arrive si je remplace le plus par un et commercial? Regardez ce qu'il fait. À ce moment-là, il fait une concaténation. Power BI utilise le signe plus ou l'opérateur plus pour faire des additions et utilise le et commercial pour faire des concaténations. Regardez un autre exemple. Si je dis test 1 égale, puis là, je vais mettre le nombre 1 et la lettre 1. OK? Remarquez qu'il m'a mis quand même la concaténation de 1 et 1. Même si ici, j'ai utilisé un nombre. La même chose, si je fais, regardez, je vais faire une nouvelle colonne à nouveau, je vais dire test 2 est égal. Puis là, cette fois-ci, je vais dire la lettre 1 plus 2. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il me met 3. Donc, encore une fois, Power BI fait un changement de type implicite. À partir du moment que j'utilise le plus, Power BI sait que je veux faire une addition. Donc, si j'additionne du alpha avec des nombres, bien, il comprend qu'il doit le convertir. Quand j'utilise des alphas avec le et, bien, il sait que je fais une concaténation, même si je mets un nombre. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Prenons un autre exemple. Je vais essayer de me faire une formule, une colonne, pardon, je vais l'appeler jour-mois. Donc, nouvelle colonne. Puis là, jour-mois, je vais prendre donc mon jour plus le mois. Si je fais Enter à ça, regardez, il va me donner une erreur. Pourquoi? Parce que si je vais voir ma colonne D, voyez-vous, D, il est capable de le convertir en numérique parce que j'ai utilisé le plus, mais month, c'est du alphanumérique, il n'est pas capable de le convertir. À ce moment-là, la seule option possible aurait été de faire un et commercial. Et à ce moment-là, si je regarde ma colonne, voyez-vous, la concaténation, c'est fait. J'aurais pu insérer un espace. Bon. Si je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus intelligent, je pourrais aller, par exemple, dans ma table City. Regardez, dans City, j'ai City et puis j'ai State Province. J'aimerais faire la concaténation de City et de province. Donc, je vais faire nouvelle colonne. Puis regardez, le nom de ma colonne, donc je dois la nommer, et ma formule, donc la ville, donc city, et je vais insérer une virgule et un espace, et la ville. Regardons qu'est-ce que ça donne. Voyez-vous, j'ai fait la concaténation. Donc, c'est une des premières choses qu'il faut apprendre avec le langage DAX, c'est comment est-ce que Power BI gère les types. OK? Donc, je vais poursuivre. Ici, je vous ai mis quelques fonctions utiles. C'est certain que dans le cadre d'un webinaire, c'est impossible là, de couvrir toute la gamme de fonctions, mais je vais quand même vous en montrer quelques-unes. La première, qui est probablement une que vous allez utiliser assez souvent, c'est format. Format, moi, je l'utilise dans le cadre d'une dimension de date. Si je reviens à mon exemple de tantôt, puis je m'en vais dans ma table de date, vous voyez, ma date, elle a été décortiquée ou explosée en différents formats. OK? Mais je pourrais vouloir créer moi-même mes colonnes en utilisant format. Comme par exemple, je peux utiliser des formats de date prédéfinis. Oups, c'est que c'est passé ici. Nouvelle colonne. Regardez ici, j'ai utilisé format, puis j'ai utilisé un format prédéfini, short date. Regardez qu'est-ce que ça va me donner. Ça me donne la date courte. J'aurais pu utiliser long. Regardez, je vais juste remplacer short par long date.
Oups, c'est mon caps lock est on. Et voilà, vous voyez, je peux faire... Bon, évidemment, ça supporte, puis je ne les ai pas tout mis, là, mais regardons ensemble, nouvelle colonne. Avec format, je ne suis pas obligé d'utiliser les formats prédéfinis. Je peux bâtir mes propres formats. Regardez ici, je n'ai fait un là, qui n'est pas vraiment utile, là, mais c'est juste pour vous montrer les différentes possibilités. Donc, MMM, 4 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois. Après ça, year pour année, 4 fois et 2 fois. Regardez, lorsque j'accepte cette formule-là, voyez-vous, là, le 4, M majuscule, me donne janvier au long. Le 3 me donne l'abréviation. Le 2 me donne le nombre avec un 0 au début. Puis le 1 me donne juste le nombre. Mais regardez, si j'ai le 10e mois, ici, qu'il n'y a pas besoin d'insérer un 0, là, vous voyez? Rendu au 8e mois, 9e mois, 10e mois, ça fond. Donc, rendu au 10e mois, le M à 2 ou le M à 1 veut dire exactement la même chose. La même chose pour l'année, je peux l'avoir avec le siècle ou sans le siècle. Donc, la commande format, c'est une commande à découvrir. C'est une commande qui va, je vous ai mis quelques exemples ici, là, qui va vous permettre de créer vos colonnes pour avoir vos axes d'analyse, pour pouvoir regarder vos ventes par mois, par trimestre, etc. OK? Ensuite, un autre qui est utile, le find et le search. Le find et le search sont à peu près pareils, je vous dirais. Par contre, le find est un petit peu plus rapide dû au fait qu'il est case sensitive, qui est sensible à la case et aux accents. Et le search, lui, permet d'utiliser ce qu'on appelle le wildcard, l'astérix, pour rechercher des parties de texte. OK? Bon, je vous ai fait des petits exemples de find et de search. Regardons ensemble. On va prendre le même exemple avec... Je vais commencer avec le find. Si vous permettez. Je vais aller dans ma table Customer et puis je vais faire une formule pour trouver la position de la lettre M dans Customer. Donc, nouvelle colonne. Et la première que je vais le faire avec le find. Donc, vous voyez, find la lettre M dans Customer à partir de la première position. Le paramètre ici dit, si tu ne retrouves rien, qu'est-ce que tu dois retourner? Bien là, j'ai mis 0. Regardons. Voyez-vous, si je fais Tallspin Toys Head Office, bien voyez-vous 0. Par contre, celui-là ici est à la 18e position. Voyez-vous le M dans Wimbledon. Regardons maintenant si je fais la même chose avec le search. Nouvelle colonne. Search. Vous voyez, la syntaxe est identique. Donc, c'est les mêmes paramètres. Par contre, le comportement n'est pas tout à fait le même. Regardez, lui ici, il me disait 0. Mais lui, il me dit 27. Regardez le M majuscule. Malgré le fait que j'ai cherché un M minuscule, Search va me sortir la position des M autant minuscules que majuscules. OK. Ça m'amène aux mesures maintenant. Les mesures sont centrales dans Power BI. Là. Et puis, Power BI il essaye de nous aider là, quand on crée notre propre modèle. Voyez-vous, là, il va rajouter un petit symbole de somme en avant de tous les colonnes de type numérique. Et puis, des fois, ça peut nous aider, mais des fois, ça peut être un peu emmerdant. Regardez, ce que je veux dire par là, c'est que, voyez-vous, si je m'en vais, je vais juste fermer une coupe de table ici. Si je m'en vais dans ma table Sales, remarquez, j'ai des mesures. J'ai le petit symbole de mesure implicite. Je vais me créer un tableau et puis je vais aller chercher une mesure, par exemple, tax amount. Et remarquez, il a automatiquement décidé de l'additionner. Okay? Bon, c'est peut-être ce que je voulais, mais ce n'est pas toujours le cas. Regardons, par exemple, si je m'en vais dans date, voyez-vous ici, j'ai calendar year. Puis il a mis le petit symbole. Regardez ce que ça fait si je prends calendar year. Bien là, il a additionné mes années. C'est pas ce que je m'attendais. À ce moment-là, je suis obligé de venir ici puis lui dire de ne pas résumer pour avoir ma liste d'années. Donc, il y a moyen de mettre les mesures implicites
de fermer cette fonctionnalité-là. Regardez, si je sélectionne la colonne, si vous regardez ici total par défaut, voyez-vous, il me donne la somme. Mais j'ai le droit de dire non. Quand je choisis le calendar year ou le calendar month, bien, je ne veux pas que tu fasses la somme à ma place. Ce n'est pas une colonne que je veux agréger par défaut. Par contre, il y a certaines colonnes que je voudrais peut-être vouloir agréger. Puis, mais Power BI, il va systématique. Dans le fond, tout ce qui est clé, il va mettre un count, puis tout ce qui est numérique, il va mettre une somme. Donc, une date, ou un mois, ou une année, c'est numérique, donc il me met une somme. À ce moment-là, c'est moi, en tant que développeur de mon rapport, qui dois décider de mettre ça à off pour que, quand mes usagers vont consommer ou vont fabriquer leur propre rapport, qu'il n'y ait pas à se battre avec ça. Okay? Donc, pour remédier à cette problématique-là, ben, on doit créer ce qu'on appelle des mesures explicites. Une mesure explicite, c'est lorsqu'il y a une petite calculatrice qui apparaît à côté de la mesure. Je vous donne un exemple. Je reviens à mon... Bon. Je fais une première mesure explicite. Je vais dire, je vais aller... Oups. Puis là, remarquez, vous vous souvenez, tantôt, j'ai fait une colonne calculée. Puis lorsque je faisais la colonne, Power BI me faisait un emplacement pour que je puisse visualiser ma colonne. Remarquez qu'est-ce qui arrive lorsque je vais choisir ma table Sales. Voyez-vous, là, normalement, si je fais... Tantôt, quand j'ai fait une nouvelle colonne, il m'avait rajouté une colonne. Mais si je fais une nouvelle mesure, remarquez ce qu'il fait. Il ne m'ajoute pas. Voyez-vous, là, je vais aller à la fin. Il ne m'ajoute pas de colonne. Voyez-vous, ma mesure, elle est ici. Puis, imaginons que ma mesure, c'est Total Sales, qui est égale à la somme de Sales Amount. OK? Je fais Enter. Oups, 2 petites secondes, je vais la renommer. Je l'avais déjà fait tantôt. Total Sales 2. Regardez, il a renommé la mesure et elle est maintenant ici. Voyez-vous, Total Sales 2. La mesure, elle est là. Mais elle n'apparaît pas ici. Vous voyez? Par contre, si je m'en vais dans mon rapport et je me crée, j'essaie de consommer ma mesure Total Sales, bien là, il sait de faire la somme parce que c'est ça que je lui ai dit. Vous comprenez? J'aurais pu créer différentes mesures, comme par exemple, les mesures populaires que nos usagers aiment avoir, c'est le nombre de transactions, la moyenne. Si on veut savoir combien qu'on a eu de clients, combien qu'on a eu de factures. Donc, une manière facile de faire ça, si je retourne à ma table Sales, je fais une nouvelle mesure. Par exemple, je pourrais vouloir créer nombre de transactions, count rows, donc je vais compter les rangées en assumant que chaque rangée est une transaction. Puis là, bien, remarquez, maintenant, je vais avoir une deuxième mesure explicite. Remarquez la petite calculatrice. OK? Donc, moi, je vous encourage à prédéfinir vos mesures explicites parce que sinon, c'est l'usager qui va avoir la responsabilité, s'il veut créer un rapport, avoir la moyenne, avoir le count, les min, les max, etc. Bon, voici presque la totalité des agrégats qu'on peut faire en Power BI. Vous allez remarquer que c'est très similaire à Excel, là. Par contre, remarquez que chaque agrégat a son équivalent en A ou en X. Je ne couvrirai pas ça dans le webinaire d'aujourd'hui, mais sachez que c'est pour avoir des comportements différents. Donc, là, souvent les gens me demandent quand est-ce que je choisis une colonne calculée versus une mesure calculée? OK? Ils sont extrêmement semblables. Je vous dirais, la première différence, c'est que les colonnes calculées sont précalculées et ils sont stockés dans votre modèle. Ça veut dire qu'ils prennent de l'espace, mais sont rapides parce que ils sont déjà pré-mâchés. Fait que quand je les consomme, Power BI n'a pas besoin de les calculer une deuxième fois. Contrairement à une mesure qui, elle, est dynamique, elle doit être calculée à chaque fois que je la consomme. Mais pour vous aider à comprendre ça, je vais vous montrer un petit exemple. Imaginez que
la mesure que j'ai faite tantôt, là, si je m'en viens ici, Total Sales, c'était Total Sales 2, mais ce n'est pas grave. Imaginez qu'au lieu de la faire en mesure, je vais la faire en colonne. Je vais aller dans Customer et je vais dire Nouvelle colonne. Et je vais l'appeler, oups, mon copie n'a pas fonctionné, donnez-moi 2 secondes. Et je vais coller ma formule. Voyez-vous, je l'ai appelé Total Sales Client. Puis là, je vais enlever ça 2 secondes. Et remarquez qu'est-ce qui va arriver si, au lieu de le faire en mesure, je le fais en colonne. Donc, il m'a fait ma colonne, mais remarquez qu'il m'a mis exactement le même chiffre pour tous les clients. Tantôt, je vous ai dit, attendez une seconde, les relations, regardez dans ma slide, j'ai dit les relations sont inactives pour les colonnes calculées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que lorsque je regarde mon modèle de données, quand je m'en vais voir les relations, bien, les lignes qu'il y a entre chaque table ici. Donc là, j'étais dans la table Customer. Attendez, je vais faire le ménage ici. Quand je suis dans Customer et Sales, ça veut dire qu'à partir de la table Customer, j'ai créé ma mesure. Elle n'apparaît pas. J'ai créé ma mesure dans ma table Customer. La relation n'existe pas, est inactive, donc il n'est pas capable d'aller chercher les ventes. Comprenez? Fait que c'est pour ça que la colonne ici, Total Sales, ne fonctionne pas. Mais là, DAX introduit une commande qui s'appelle Calculate. Et là, je vais dire tout simplement la même formule. Je vais dire Calculate la formule. Le mot Calculate, je l'ai dans ma slide un petit peu plus loin. Ce qu'il vient dire, il vient dire active les relations. Regardez, si je me repositionne, maintenant, voyez-vous, Total Sales par client. Maintenant, j'ai un montant de vente pour chaque client. Donc, même s'ils sont très similaires, il faut savoir quand utiliser un et quand utiliser l'autre. OK? Je vous dirais, quand choisir une colonne calculée, bien, je vous dirais la première raison, c'est quand vous voulez l'avoir comme axe d'analyse. Tu sais, comme par exemple, vous voulez calculer, faire de la clusterisation, vous voulez regrouper les clients par groupe d'âge, par exemple les 0-18, les 18-25, les 25-30, puis vous voulez avoir ça sur un axe d'analyse, mais la seule manière de pouvoir faire ça, c'est si vous avez une colonne. Si vous voulez calculer de l'information à un niveau ligne, exemple, vous voulez multiplier le prix par la quantité, bien, c'est une colonne. Quand est-ce qu'on choisit une mesure calculée? Bien, c'est quand on veut faire des agrégats. Exemple, on veut une mesure dynamique, on veut les ventes par client, et puis qu'on veut le mettre dans un tableau croisé en tant que mesure. C'est la seule colonne qu'un tableau croisé dynamique va utiliser, c'est une mesure. Je vous ai fait un petit graphique ici, là, j'ai pris le tableau croisé dynamique d'Excel. Donc, les colonnes, les colonnes calculées vont être utilisées comme axe d'analyse dans colonne et dans ligne, puis la mesure, ben, elle va être utilisée en tant que valeur. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Maintenant, si je reviens à mon démo ici, là, je vous ai montré que je pouvais utiliser Calculate. Mais j'aurais pu tout simplement, regardez bien, dire colonne, nouvelle colonne, et puis j'aurais pu l'appeler Total Client 2 est égal. Puis là, si j'appelle ma mesure, attendez une seconde, Total Sales, voyez-vous là, ma mesure, je vais avoir exactement le même résultat, vous comprenez? Parce que ma mesure, elle, utilise les relations. Donc, si je crée une colonne qui appelle ma mesure, ben c'est comme si j'avais fait le calculate dans le fond. Ça revient exactement au même. Bon, un autre sujet qui porte à confusion dans DAX, c'est la compréhension de qu'est-ce qu'un contexte de filtre. Un contexte de filtre, je vous dirais, la première fois que j'ai commencé à faire du DAX, c'est avec ça que je me suis battu le plus. Les contextes de filtre, c'est essentiellement une mesure. Lorsque j'applique un contexte de filtre de rangée, par exemple, la mesure, c'est la même mesure, va être recalculée pour chaque rangée. Tu sais, si je vous donne un exemple,
Voyez-vous là, si je prends ma mesure ici, regardez, j'ai dit, donne-moi la somme de mes sales amount. Donc, ici, j'ai une mesure sans contexte de filtre. Regardez qu'est-ce qui arrive si j'ajoute une rangée. J'ajoute l'année. Donc, mon même total, vous voyez là, 29 358, 29 358. Si j'ajoute un contexte, bien, par exemple l'année, bien, mon total est explosé pour chaque année. Bon, ça peut être intéressant. Bien, c'est intéressant de comprendre ça. Par contre, c'est ce qui vient rajouter un petit peu de sable dans l'engrenage lorsqu'on fait nos propres formules DAX. Je m'explique. Regardons par exemple, regardons ici, j'ai préparé une petite démonstration où est-ce que j'ai mes ventes par pays. Bon, imaginons, 2 secondes, que je me mets un segment d'année. Et puis, je vais aller chercher l'année. Je vais le mettre en liste. Et puis, jusque-là, tout va bien, vous voyez. Mon segment filtre mes données. Lorsque je n'ai pas de segment, mon grand total, c'est 29 millions. Mais imaginons que j'aimerais ça, moi, malgré le fait qu'il y ait un segment, j'aimerais ça avoir, par exemple, une carte, ici, qui afficherait mon grand total. Parce que, regardez qu'est-ce qui arrive si je m'en vais chercher mon Total Sales, qui va être dans ma table Internet Sales. Attendez une seconde que je le trouve. Ah non, excusez-moi, mesure. Voyez-vous, mon Total Sales, je vais le prendre et je vais le mettre ici. Fait que là, mon 29 millions, il fonctionne. Regardez, lorsque je choisis une année, lui aussi, il est filtré par mon contexte, par mon segment. Fait que je pourrais me créer ma propre formule où est-ce que je pourrais dire, je voudrais overrider le contexte de filtre. Bon, regardons ensemble. Je vais me faire une mesure. Je vais aller dans ma table mesure ici. Je vais me dire nouvelle mesure. Et puis, c'est là que la commande calculate vient jouer un rôle important. Tantôt, je vous ai montré la commande calculate. Je vous ai dit, la commande calculate, elle va activer les relations. Mais la commande calculate, elle va aussi permettre l'utilisation de filtres pour overrider mon contexte de filtre. Parce que là, le contexte de filtre ici, c'est j'ai mon même total qui est explosé pour chaque pays, puis il est aussi filtré pour l'année. Mais si je voulais quand même avoir mon 29 millions ici, il faudrait que je vienne dire avec Calculate de faire un override sur mes pays. Parce que je ne veux pas appliquer les filtres sur les pays. Puis de la manière que je ferais ça, j'utiliserais Calculate. Je lui dirais, affiche-moi mon expression. Puis le deuxième paramètre, ça serait de dire, c'est l'utilisation de la fonction all qui vient dire, je veux tous les pays. Regardez qu'est-ce qui arrive lorsque je crée ma nouvelle mesure, puis que je remplace, je vais me créer une nouvelle carte. Je vais la mettre ici, puis je vais venir chercher ma nouvelle mesure. Dans une seconde. En fait, je l'ai juste appliqué pour... Regardez, ici, il me donne mon 29. Je vais juste aller la modifier 2 secondes. Et je vais rajouter un point-virgule pour dire all date. Regardons ensemble. Fait que là, regardez qu'est-ce qui va se passer. Là, si je choisis une année, bon, il ne collabore pas avec moi aujourd'hui. 2 secondes. Bon, vous voyez ici, je ne sais pas pourquoi que ma carte ne fonctionne pas. Je vais juste ajuster mon démo. Regardez, voyez-vous là, même si j'applique un filtre, voyez-vous, je suis toujours égal au total. Vous comprenez? Fait que ça me permet de venir overrider
le contexte de filtre. Okay? Le contexte de filtre, ben, c'est les filtres qui sont appliqués dans le rapport. Mais souvent, les gens vont me dire, oui, mais Power BI me permet de faire ça. Parce que pourquoi je voudrais vouloir faire ça? Bien, imaginez que je voudrais rajouter une colonne qui serait le pourcentage du total. Je pourrais venir me chercher ici une nouvelle mesure, copier, nouvelle mesure, pourcentage du total. Regardez, lorsque je drague cette mesure-là, je vais la formater en pourcentage. Donnez-moi 2 petites secondes. Regardez maintenant, je suis capable de calculer que l'Australie est 40 % de mon total, et ainsi de suite. Vous voyez, mon total donne 100 %. Bon, souvent les gens vont me dire, oui, mais je n'avais pas besoin de faire ça dans Power BI, parce que Power BI a cette fonctionnalité-là intégrée. Regardons ensemble. Si je dis Total Sales, je peux lui dire afficher comme pourcentage du grand total. Voyez-vous, le pourcentage total général, fait que ça fonctionne. Mais ça, c'est beau si je veux afficher un pourcentage du total. Mais si j'avais voulu le faire pour qu'il soit, par exemple, je voudrais le comparer au Canada et non au pourcentage du total. Fait que là, à ce moment-là, si j'affiche ma donnée et je voudrais me comparer au Canada qui est 1,9, à ce moment-là, je voudrais que j'utilise Calculate. Regardons ensemble, nouvelle mesure. Et regardez, Calculate, je lui dis Calculate mon expression, donc je veux recalculer Total Sales. Mais là, cette fois-ci, mon filtre, je veux l'avoir seulement pour le Canada. Donc, maintenant, regardez, si j'amène ça ici et que, voyez-vous, Canada, il y a 1,9, mais j'ai 1,9 partout. Fait que c'est à ça que ça sert, Calculate, pour me permettre de dire, bien, je voudrais être capable de que ma formule DAX ne soit pas influencée par soit les segments ou soit les contextes de filtre affichés dans quelques visuels que ce soit. Okay? Donc, le all, c'est à ça que ça sert. Maintenant, je vous montre un dernier exemple. Et puis, celle-là, non, un avant-dernier exemple. Je voudrais vous montrer un autre exemple de contexte de filtre. Ici, j'ai un modèle de données, c'est assez simple comme modèle de données. J'ai des ventes de maisons par date. Okay? Et puis, ce que je voudrais faire comme formule, voyez-vous ici, j'ai mes quantités vendues, mais j'aimerais ça être capable d'afficher le nombre de listings que j'avais pour l'année. Okay? Et puis, le contexte de filtre, il va venir brouiller les cartes. Puis regardez, je vais vous faire un premier exemple avec la fonction Calculate. Je vais m'ajouter une nouvelle mesure que je vais appeler, oups, voyez-vous, je l'ai appelé, attendez une seconde. J'ai appelé Total Homes on Market. Évidemment, j'ai utilisé Calculate. Puis là, je vais dire, bien, calcule-moi la quantité vendue. Puis là, j'ai fait une erreur par exprès. OK? Et puis, là, je vais utiliser la fonction Filter. Puis je vais dire, bien, je voudrais que tu filtres la table MLS, donc qui est ma table avec mes listings. Et puis, je voudrais avoir tous ceux dont le sold date est plus grand ou égal à la valeur minimum de mon contexte de date. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mon contexte de date, ici, c'est 2007. La valeur minimum, bien, ça serait le 1er janvier 2007. Et si je retourne dans ma formule, je dis « et le listing date est plus petit ou égal au max de ma date, donc le 31 décembre. Okay? Donc, ça devrait me donner, étant donné que j'ai utilisé le listing date, ça devrait me donner le nombre de listings pour l'année. Jusque-là, ça devrait faire du sens. Bon, qu'est-ce qui arrive si maintenant j'essaie de consommer ma nouvelle formule? Attendez, je vais juste me faire un petit peu de place ici.
Est-ce qu'il a mis mon new? Okay. Total Homes on Market ici, regardez bien, je vais l'ajouter. Regardez qu'est-ce qui arrive quand je rajoute ma nouvelle formule. Il me donne exactement le même résultat. La raison est simple, je vais vous l'expliquer, c'est regardez, voyez-vous ma relation ici, là? Voyez-vous, elle utilise la sold date et la date. Donc, quand je suis dans mon rapport ici, bien, les seuls MLS que j'ai, c'est ceux de 2007. Fait que quand je fais un calcul pour dire, calcule-moi le nombre qui était disponible, bien, c'est sûr qu'il va me donner le même résultat parce que c'est juste ça qu'il y a. Fait que l'erreur, elle est dans ma formule, c'est que si j'appelle MLS ici, bien, en appelant MLS, ça appelle le MLS du contexte de filtre, donc juste de 2007. À ce moment-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je vienne utiliser la fonction all. Donc, je vais dire all, ouvre la parenthèse. Donc, je vais mettre MLS dans la fonction all, puis en faisant ça, bien, ce que ça fait comme résultat, c'est que maintenant, voyez-vous, là, regardez, il y a un 2006 qui vient d'apparaître. Ça veut dire que j'en avais pas vendu en 2007, mais il y en avait qui étaient à vendre. Donc, en 2007, j'en avais 558 comme tantôt, mais en réalité, j'en avais 753 sur le marché. Et ainsi de suite. Vous comprenez? Voyez-vous l'importance de pouvoir introduire ces fonctionnalités-là dans nos formules DAX, parce que ça va nous permettre d'aller au-delà de ce qu'on peut faire juste avec l'interface graphique de Power BI. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir comprendre ces fonctionnalités-là. Okay? Par contre, regardez qu'est-ce qui arrive si j'ajoute un segment. OK? Regardez ici ce que j'ai fait. J'ai rajouté un slicer ou un segment, nouvelle construction. Fait que là, je dis, là, il n'y a rien de choisi. Fait que, voyez-vous, en 2007, j'avais 569 puis 558 vendus. Puis là, je dis, bien, j'aimerais ça pouvoir faire un filtre sur les constructions neuves. Mais regardez qu'est-ce qui arrive à ma colonne ici, New Listing. Bien, elle ne bouge pas, elle. Vous comprenez? Parce que dans ma formule New Listing, je vais zoomer ça un petit peu. Ce que j'avais fait dans New Listing, c'est que j'avais été utiliser le filtre All. Sauf que là, All, lui, vient dire, ben, occupe-toi pas des filtres du contexte de filtre, mais le contexte de filtre, ça inclut les segments. Donc là, Power BI introduise, donc le All, je viens de vous en parler, ils introduisent le All Except. Le All Except, lui, il vient dire, ben regarde, là, j'aimerais ça quand même pouvoir overrider le contexte de filtre, mais je voudrais que tu ignores mon new construction. Fait que si je fais ma nouvelle mesure, cette nouvelle mesure-là, mais regardez, tantôt j'avais utilisé, ici, là, j'avais dit all MLS, mais cette fois-ci, je vais dire all excepté new construction. Donc, c'est d'ajouter une fonctionnalité supplémentaire au all. OK? Donc, regardez maintenant si j'accepte cette mesure-là et que je la mets dans mon visuel. Regardez maintenant, lorsque je filtre, si j'enlève le filtre, voyez-vous, 559, 559. Je vais rapprocher ça un petit peu. Maintenant, regardez si je dis maintenant, nouvelle construction non, nouvelle construction oui. Voyez-vous, ma colonne s'ajuste et ignore mon segment. OK? Donc, écoutez, ça fait le tour des démonstrations que je voulais vous faire sur le langage DAX. J'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne les vois pas. Donnez-moi 2 petites secondes. Je ne les vois pas. Donc, on semble avoir un petit problème technique avec les questions.
Je vais quand même me permettre d'en répondre une. Là. Attends un petit peu, ça clignote ici. OK, ici, on me demande pourquoi il y a deux langages dans Power BI. Je vous dirais qu'il y a le langage M et le langage DAX. En réalité, c'est que le langage M ne fait pas partie vraiment du Power BI, ça fait partie de Power Query. Et puis, le langage M, ben, c'est le langage qu'on va utiliser pour faire nos transformations de données. Et le langage DAX, ben, c'est un coup qu'on est rendu dans notre modèle de données. On va principalement utiliser le langage DAX pour faire nos agrégats, les sommes, les averages et compagnie. Souvent, on me demande la question, qu'est-ce qui est mieux? Parce que souvent, on peut créer une colonne calculée soit dans DAX ou soit dans M. Sachez que, je vais vous répondre de cette manière. Si vous êtes capable de le faire en M, vous devriez toujours le faire en M. Parce que lorsqu'on passe de Power Query à Power BI, ben, il y a un phénomène de compression qui est appliqué sur nos données. Et puis, c'est ce qui fait que Power BI est aussi rapide. Par contre, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire en M, comme les agrégats. Ceux-là, on n'a pas le choix, il faut les faire en DAX. OK? Donc, je m'excuse, là, on a un petit problème technique avec les questions. Donc, en attendant, qu'ils peuvent régler ça, je vais juste vous parler des formations qui sont offertes chez Technologia sur Power BI. Évidemment, on a le langage DAX, qui est une formation de 2 jours. C'est une formation qui couvre, là, j'assume que tout le monde part de zéro avec le langage DAX. Et puis, de la manière que j'ai structuré la formation, bien, on a une trentaine de démos que je fais. Et puis, vous repartez avec les démos. Il y a une quinzaine d'ateliers. Parce que c'est difficile d'apprendre un langage en 2 jours. Là. Évidemment, on a Power BI 1 et Power BI 2. C'est des cours qu'on donne depuis un petit bout de temps ici chez Technologia. Et puis, 2 nouvelles formations, création d'un tableau de bord avec Power BI. Ça, c'est une formation d'1 journée dans laquelle on va, j'assume que les gens ont certaines bases en Power BI. Et puis, là, on va prendre des données déjà montées, là, puis on va fabriquer un tableau de bord. Après ça, gestion de Power BI, bien ça, c'est vraiment pour le côté administration, l'intégration avec Office 365, gérer les licences Premium versus Pro, le partage, la sécurité, c'est ce qu'on voit dans le cours d'administration. Alors, écoutez, j'ai terminé. On m'amène la liste de questions. Juste 2 secondes.